Que je pense que le foot féminin, c'est pas le foot masculin en miniature. Je pense qu'on a le modèle du football masculin Ouais. fonctionne avec ses principes. Et je pense que nous, on s'assimile plus à des sports olympiques ou à des sports un peu plus mineurs. En tout cas, je le vois comme ça, avec un produit plutôt innovant à développer. Et je suis persuadée qu'on a d'autres choses à valoriser et que très vite, si on arrive à mettre en place ça, on sera peut-être précurseur pour le foot masculin sur certaines petites choses. Bienvenue dans un nouvel épisode de The Grind Game. Je suis Benjamin Kayser, ex-rugbyman international et maintenant entrepreneur et investisseur, cofondateur de Teampact Ventures, un fonds de capital risque qui extrait le meilleur du sport de haut niveau au service de l'innovation positive dans le climat et dans la santé. J'ai la chance immense de rencontrer des entrepreneurs, des athlètes et des investisseurs, tous unis par un trait de caractère qui me fascine. Le fait de ne jamais lâcher, le fait de never leave the grind. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ce podcast, pour essayer de partager ces leçons, ces inspirations, ces techniques de ces personnalités qui m'inspirent tant avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, j'ai la chance immense de recevoir Gaëtane Thinet, ex maintenant joueuse professionnelle de football, avec un palmarès long comme le bras, une adversité, une capacité à traverser cette résilience avec 25 ans au plus haut niveau, avec un seul titre, malheureusement, on va en parler dans un petit moment, mais surtout une personnalité franche, directe, honnête, avec beaucoup de charisme et de leadership. Gaëtane, merci d'être là, je suis vraiment hyper content de t'avoir en face de moi. Merci. C'est un seul titre, heureusement. Mais Pourquoi heureusement ? un titre magnifique. Non, tu dis malheureusement un seul titre. Et moi, je trouve que finalement, c'est un titre extraordinaire qui conclut cette carrière magnifiquement bien. L'histoire, elle est quand même assez folle. Alors, on parlait de... Tu m'as un peu tapé sur le doigt parce que j'ai dit dans une première introduction que tu as joué 620 matchs au plus haut niveau, mais c'était en occultant juste accessoirement 163 sélections d'équipe de France. Voilà. Donc, ça fait quand même un léger détail. Non, mais c'est juste pour la blague parce que quand la fédération a voulu me dire merci, ils se sont trompés de 160 matchs à haut niveau et ce qui correspondait à ma carrière internationale. Donc, c'était rigolo, mais ils ont très vite modifié la petite coquille. Donc moi aussi je modifie, 163 matchs, 58 buts, 25 ans de carrière, mais pour la petite histoire, là j'espère te répondre un peu du tac au tac. Si toi tu considères que c'est un titre magnifique, et tu as totalement raison, parce que finalement ça n'a fait que décupler ce plaisir, et puis on a vu d'ailleurs beaucoup d'émotions dans ton plaisir à soulever cette coupe avec les filles du Paris FC contre le PSG il y a quelques semaines. Tu as devant toi quand même, évidemment, un parcours de rugby international extraordinaire, mais je suis quand même le joueur de l'histoire de mon sport à avoir perdu le plus de finales de Coupe d'Europe. C'est vrai ? Il n'y a personne qui en a perdu autant que moi. Sachant que moi, j'ai fait quand même le truc incroyable d'en perdre 3 dans le même stade, dans le même vestiaire. Alors, avec des équipes différentes, mais quand même. Donc le parcours de la résilience, si tu veux, on pourra échanger nos notes. T'étais le chat noir ou pas ? T'es superstitieux ? Alors là, c'est toute une autre discussion et on peut en parler. Et j'ai joué 10 ans à l'ASM Clermont-Auvergne, qui était considéré comme le Poulidor un peu du rugby, c'est-à-dire qu'on arrivait tout le temps deuxième. Mais encore faut-il y arriver en finale. Ouais. Faut-il gagner les quarts et les demi. Et nous aussi, quand on est la gagné, la sensation de bonheur, elle a été démultipliée par 1000. Mais du coup, tu as en face de toi celle qui, peut-être dans le monde du sport, est la seule à avoir fait 100%, puisque c'était ma première finale et ma seule. D'accord. Et je l'ai gagnée. Donc, là, pour le coup, sur l'efficacité, tu me défonces, parce qu'il n'y a pas de match. Mais je pense qu'il y avait beaucoup, même. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé comme ça. Mais ouais, c'est ma seule finale en senior, parce que j'en ai gagné une en jeune. Championne d'Europe avec l'équipe de France U19, mais ma seule finale senior, c'était il y a 2 semaines. Et c'était incroyable. C'est incroyable. Mais parce que parce que mes choix de carrière ont fait que j'ai choisi des challenges différents, et des réussites et des trophées qui, moi, me parlent, mais qui ne sont pas ceux qui s'écrivent sur un CV sportif. Et très sincèrement, j'ai retrouvé presque le plaisir de tes coéquipières, en particulier pour toi. Elles avaient réussi collectivement, vous avez réussi à soigner ta sortie. Et l'émotion était démultipliée. Et franchement, je me suis retrouvé là-dedans. C'était très beau. Tu parles de ta carrière. Tu veux bien nous la retracer un petit peu rapidement ? Comment est-ce qu'on fait 25 ans de foot professionnel ? Je pense en faisant 25 fois une année. Et à chaque fois, c'est une nouvelle année. J'ai pris énormément de plaisir chaque fois que j'ai commencé une année. J'ai commencé très très jeune, j'avais 14 ans.
Ouais. quand je suis arrivée en première division. J'avais une maturité assez importante et sur le terrain et en dehors. Et je me suis construite avec un premier club où j'ai joué plus le maintien. Ouais. Donc ça m'a donné aussi des qualités mentales différentes parce que on devait défendre, on devait être solidaire. Puis après, j'ai grandi avec mon niveau et j'ai changé de club. Et puis, j'ai 2 ans à Compiègne. Donc, j'ai fait 6 ans à Saint-Mémy, à côté de Châlons-en-Champagne. 2 ans à Compiègne. Et ensuite, je suis arrivée à Juvisy, qui était un peu le club qui avait le palmarès le plus important dans l'histoire du football féminin. Et qui est devenu le Paris FC. Qui est devenu Paris FC. Donc, ça fait 17 ans que je suis dans ce club. Et professionnel uniquement à partir de ton arrivée à Juvisy ? Non, professionnel à partir de 2013. D'accord. Sinon, j'ai été amateur, frais de déplacement, Mon premier contrat, c'était en 2013, sachant qu'en 2013, j'avais déjà joué l'Euro, donc titulaire à l'Euro, Coupe du Monde, Jeux Olympiques à Londres. Ouais. C'est super parce que j'ai connu toute l'évolution du football féminin et c'était très bien de pouvoir faire les deux, de mon point de vue. C'est quoi ton œil sur la situation du foot féminin à date ? Alors évidemment, il y a encore beaucoup à faire, mais il y a quand même des progrès gigantesques qui ont été effectués. Tu sais, j'habite à côté de Londres, moi, donc je le prends de plein de fouet, le sport, parce que dans le rugby et dans le foot, il faut avouer quand même que l'Angleterre est particulièrement proactive et mène la cadence. Et du coup, on voit des trucs assez incroyables. On a vu un France-Angleterre à Twickenham avec 60 000 personnes au rugby. Les filles de les Lioness... d'Arsenal remplissent quasiment l'Emirates à chaque fois. Exactement. Non, le football féminin est en train d'exploser là depuis quelques années. Sur le plan économique, en termes de communication... Voilà, c'est un marché qui se monte. Ce qu'il faut, c'est que la France puisse suivre le rythme des autres pays parce que la concurrence est rude. Et quand on a un pays comme l'Angleterre, avec la culture qu'ils ont du sport de haut niveau et cette culture fan aussi, donc plus il y a de monde dans le stade, plus il y a d'intérêt. Donc je pense qu'en France, on est en train de se structurer puisqu'il y a 1 an, on a créé la Ligue professionnelle à la fédération. Et je pense que là, il faut aller encore plus haut et aller très vite et créer un projet de performance qui soit costaud, moderne, innovant et qui emmène beaucoup d'entrepreneurs avec nous. Parce que sinon, on va être en décalage. Pourquoi tu soulignes des entrepreneurs en particulier ? Parce qu'il faut être créatif, il faut construire des projets de toutes pièces. Parce que je pense que le foot féminin, c'est pas le foot masculin en miniature. Je pense qu'on a... Le modèle du football masculin fonctionne avec ses principes qui sont pas forcément en adéquation avec ce que je vois, moi, ce que j'entends du foot. Et je pense que nous, on s'assimile plus à des sports olympiques ou à des sports un peu plus mineurs. En tout cas, je le vois comme ça, avec un produit plutôt innovant à développer. Et je suis persuadée qu'on a d'autres choses à valoriser et que très vite, si on arrive à mettre en place ça, on sera peut-être précurseur pour le foot masculin sur certaines petites choses. Mais au point que ça influe potentiellement la façon dont pas simplement la façon dont le foot doit être consommé, mais à la fois que ce soit quasiment en capacité à influer la façon dont il est joué, dont il est pratiqué, genre en termes de stratégie, de technique, etc. Alors ça, j'ai plus de mal sur les nouveaux formats. Et ça peut être quelque chose, peut-être dans 15 ans, on aura un nouveau format. Pour moi, le format de compétition, en tout cas le format actuel est du 11 contre 11 sur un grand terrain, est parfait et correspond au football que j'aime. Et je pense qu'on a beaucoup de qualité quand on regarde la finale de la Ligue des Champions Arsenal-Barcelone. Je pense qu'il y a des matchs de foot masculin sur lesquels on s'ennuie énormément et beaucoup plus. Mais on n'est pas là pour dire c'est mieux, c'est moins bien. On est là pour dire que ça correspond et qu'on a aujourd'hui les capacités athlétiques pour qu'il y ait du spectacle sur le terrain. Donc maintenant, il faut aussi du spectacle en dehors. Il faut que l'expérience fan, elle soit différente. Il faut que l'approche de la sportive, elle soit différente, c'est mon point de vue, et beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, un club, une fédération, on est là pour promouvoir le sport, mais on est là aussi pour aider la société, envoyer les bons messages. Et je pense que le sport féminin a peut-être cet engagement plus fort. Et comme c'est un modèle nouveau, on peut créer, quoi. Mais tu vois, tu disais, je te dis ça parce que si je fais un parallèle avec mon sport, le rugby, où le rugby féminin est en train d'exploser, qui a aussi des valeurs comme le foot, d'émancipation, de partage, de diversité, mais aussi de
Ouais, vraiment, moi, j'ai 2 filles, tu vois, ça m'importe qu'il n'y ait pas de limite. Alors, ça veut pas dire que tout le monde est fait pour le sport co, ni pour le rugby, ni pour le foot, mais c'est de se dire que tu peux être la meilleure version de toi-même à travers le sport et que le sport est juste un espèce de levier pour y arriver. Mais si on prend le parallèle avec le rugby, le rugby est professionnel chez les hommes depuis 95. Et comme tu l'as dit, pour les matchs de Champions League pour les hommes, il y a des matchs qui sont particulièrement chiants. Parce que la dimension physique est devenue extrême, parce que l'homogénéité des gabarits, des techniques, des moyens, des ressources a vraiment monté, ce qui est génial. Mais du coup, la différence entre les excellents et les autres est petite, donc il y a moins d'espace. Donc c'est un rugby qui est plus confrontationnel, qui est un peu plus lent de temps en temps, qui a moins de surprises, il y a peut-être moins de créativité parce que plus de stress, parce que les enjeux financiers, parce que tu as compris, mieux vaut pas perdre que plutôt de gagner, enfin tu vois le truc. Et du coup, il y a des phases de jeu au pied sans rentrer trop dans la technique qui, il y a des fois, mais sont horribles. On appelle ça de ping-pong rugby, où en fait, ils font que se balancer des jeux au pied et tout le monde fait la même chose. En fait. On réduit le risque. Et on arrive sur des coups d'envoi où plus personne finalement ne va relancer de son but pour pas prendre de risque. Ils font tous une espèce de chenille là et on envoie des gros jeux au pied qui sont chiants à mourir. Et les filles au rugby, de temps en temps, je trouve, copient pas mal ces phases de jeu avec une qualité technique sans être méchant, notamment pour le jeu au pied qui est un peu inférieure. Alors que tous les fans de rugby sont ravis d'aller voir le rugby féminin qui est plus créatif, qui est plus aéré, qui rappelle le rugby des années 90 où la plupart des gens qui regardent le rugby maintenant sont tombés amoureux de ce sport par cette légèreté, cette simplicité, le fait de tenter des coups, quitte à ce qu'il y ait des passes qui tombent par terre, c'est pas grave, mais au moins tu vois on enchaîne. Et c'est là où je trouve que des fois on se trompe à essayer de copier ce qui est nul plutôt que d'essayer d'être créatif et de construire un truc avec les qualités des uns et des autres. Le rugby, c'est quand même beaucoup plus physique et plus confrontationnel, donc il y a des gabarits qu'il faut adapter. Et c'est là où je trouve peut-être qu'il y a un truc où on se loupe. C'est je dis pas qu'il faut que ce soit un autre sport, c'est le même sport. Mais il faut pas essayer de copier ce qui est pas bien. C'est ça. Il faut rester soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai, exact. Enfin, t'as compris le truc parce que c'est exactement ça. Aujourd'hui, le football féminin grandit sur le plan athlétique, sur le plan physique. Donc les matchs sont différents. S'inspire aussi du jeu des garçons. Donc, tu peux t'inspirer du jeu de possession, tu peux t'inspirer d'un jeu de transition. Après, à chacun de voir avec les qualités de ton équipe. Mais moi, ce que je pense surtout, c'est que le projet profond et les valeurs profondes du football féminin doivent être mises en avant différemment. C'est des petites nuances. Des fois, je me sens incomprise, mais moi, je me comprends très bien sur ces nuances qui font que les messages envoyés, le sport bling-bling, on a besoin de stars, mais tout le monde ne peut pas être star. Et pour moi, c'est pas incompatible de faire du business avec une équipe authentique qui a des valeurs, qui prend des risques. Mais dans les risques, c'est peut-être de perdre des matchs. Il y a du déchet, mais c'est ce qu'on aime aussi, parce que l'adrénaline, c'est ça. Après, on peut tous verrouiller le jeu, puis se retrouver avec une ligue qui va être très serrée, où il y a très peu de buts, et tout le monde défend bien, tout le monde... Mais je suis pas sûre que ça soit du spectacle. Donc, il faut avoir aussi cette vision-là. Et voilà, mais c'est vraiment très global, parce que la réalité, c'est qu'économiquement, aujourd'hui en France, le football féminin a besoin de ressources supplémentaires et de se développer et d'attirer du monde. Donc, à un moment, si on a déjà du mal à attirer du monde en Ligue 2, parfois en Ligue 1, ça veut dire qu'il faut réfléchir différemment. Donc, je pense qu'il faut réfléchir différemment. Bon, là, il faut que tu t'arrêtes parce que j'ai trop de questions. T'as dit plein de trucs, écoute, qui, franchement, font vraiment écho avec ce que je vis au quotidien. Tu parles de créativité, de ne pas avoir peur du déchet, donc la prise de risque. En gros, ça, c'est l'équation de l'entrepreneuriat. Donc déjà là, il y a tout un chapitre qu'on pourra ouvrir dans un petit moment. Tu as parlé de tes relatifs petits clubs avant de rejoindre le Paris FC. Et tu disais que ça t'avait appris ce football dur, compliqué, où il fallait défendre. Il est quand même célébré par Luis Enrique, qui finalement décide de se séparer de Kylian Mbappé. Il gagne la Ligue des Champions 5-0 en disant pourquoi est-ce que Ousmane Dembélé doit être Ballon d'Or, parce qu'il a défendu comme un fou pendant cette finale. Donc tu vois, bon bref, il y a plein de trucs. Si on revient sur l'équipe de France, la situation de l'équipe de France féminine de football à l'heure actuelle, c'est comment, selon toi ? C'est piégeux, selon moi, d'avoir cette question. Ah mince. Non, mais c'est pas grave. Mais tu peux l'acheter, on s'en fout. Non, mais moi, je suis à la fédération. Ouais. T'es cadre technique, c'est ça ? Cadre d'État, ouais. J'ai passé mon professeur de sport à l'INSEP en 2010 et je suis cadre d'État à la fédération. J'ai toujours eu du coup cette double casquette qui est pas si simple à porter. Et un jour, parce que j'ai passé aussi mes diplômes d'entraîneur, donc je peux entraîner depuis 2013, donc j'avais 27 ans. Je peux entraîner une D1.
Et un jour, un formateur m'a dit, mais t'as pas peur à un moment d'être en danger quand t'es joueuse et que t'as les mêmes diplômes que les entraîneurs. Et c'est vrai qu'il y a quand même, il faut faire attention à tout ça. Donc là, c'est une question piégeuse, mais je suis habituée à ces questions piégeuses. Mais dans le sens où je suis en fin de carrière et je sais encore pas ce que je vais faire demain. Et potentiellement, ça peut être quelque chose que je vais faire demain. Donc l'équipe de France féminine, c'est déjà pour moi, c'est une histoire d'amour qui est très complexe, pleine d'émotions. Parce que j'ai touché très très haut des émotions que j'aurais jamais pensé avoir. À partir de là, je suis une passionnée un peu excessive, très authentique. Donc à partir du moment où je suis engagée, je me suis engagée dans le projet de l'équipe de France en 2007, je suis déterminée et viscéralement passionnée par cette équipe. Et malheureusement, quand on prend un peu de recul et qu'on analyse, il y a eu beaucoup de très belles choses pendant un cycle. Et puis depuis 10 ans, on a une équipe de France qui, aux yeux de tous, est un gâchis, un potentiel gâché. Et une génération sacrifiée. Moi, je pense qu'on a été une génération sacrifiée par un système qui a aidé. C'est-à-dire, en 2010, Noël Le Graët est arrivé. Très sincèrement, moi, de 2007 à 2009, je lavais mon maillot avec du génie à Clairefontaine dans notre lavabo. En 2010, il est arrivé, il a dit non, il faut changer, tac, avion, un intendant. Mais la réalité, c'est ça. L'histoire du football féminin est très récente. Et l'évolution du foot féminin a été très, très vite. On avait un fort potentiel, il nous a mis les moyens. En 2011, on va en demi-finale de Coupe du Monde, alors que l'équipe de France n'avait jamais passé le premier tour. On se qualifie aux Jeux Olympiques pour la première fois. On va en demi-finale des JO, on perd la médaille de bronze, et là, on avait une génération exceptionnelle avec un coach qui était atypique, mais pour moi, qui était parfait parce qu'il me correspondait parfaitement. Et à partir de là, on a pris la lumière. Et quand on a commencé à prendre la lumière, ça a commencé à intéresser un peu tout le monde. Et finalement, si je fais le bilan très factuel, à partir de 2014 jusqu'à aujourd'hui, en 10 ans, on a eu 6 sélectionneurs. 6 en 10 ans. Dont 5 qui n'étaient pas dans la culture du football féminin. Il n'empêche que tu as le droit de venir du football masculin et d'être très bon. Bien sûr. C'est juste un fait. On en a eu 6, dont 5, donc avec des durées très très courtes pour certains. Il y en a, ils sont restés à peine 1 an. Donc en fait, ça crée énormément d'instabilité. Et je pense qu'on a été complètement sacrifiés. Et du coup, toute cette frustration, les joueuses, elles l'ont vécu plus ou moins bien. Ça a créé des mouvements médiatiques qui ont fait qu'en plus, l'image de l'équipe de France a perdu. Donc, tout ce qu'on a créé en quelques années, je trouve, a été, pas détruit complètement, mais a été un peu touché sur les dernières années. Donc, ça m'ennuie parce que j'ai fait partie de cette équipe frustrée. Et après, j'ai pris le pas de me retirer. On m'a retiré, mais je savais que j'allais être retiré, quoi. Parce que j'ai dit ce que je pensais. Justement, je voulais revenir là-dessus parce que si tu penses que ma question elle était compliquée, non, c'est quand aussi je dis piégeux, c'est par rapport à la situation, le contexte là à l'instant. Bien sûr, mais c'est aussi parce que tu gardes pas ta langue dans ta poche et que tu as tendance à être transparente et honnête et assez directe quand tu penses que c'est des choses qui méritent d'avoir ton point de vue. Et comme tu disais, notamment, ça t'a coûté pendant ta carrière internationale. T'étais monté au front notamment pour parler de ce turnover non-stop de coach. C'était quoi, les manques de ressources? Alors, je me suis jamais permis de. Là, je le fais aujourd'hui parce que j'ai pris du recul de pouvoir l'analyser. Mais quand j'étais joueuse, même si j'avais quand même une capacité d'analyse importante, je me suis toujours laissée à la place de la joueuse. Mais à partir du moment où, non pas pour moi, mais pour l'équipe, je sentais qu'il y avait un danger, je me suis sentie logiquement crédible à aller discuter. Et à partir du moment où j'ai discuté, je savais que j'allais parvenir. Mais j'ai préféré le faire d'abord en interne. Ensuite, je l'ai fait de manière très sympathique dans les médias, mais en expliquant qu'il fallait non pas retirer, mais améliorer les choses. Et puis après, 2 ans après, tout ce que j'avais essayé de faire en interne a explosé au grand jour, quoi. Mais avec moins de tact, mais avec les moyens que les filles avaient à ce moment-là, quoi. C'est quand même dommage quand tu dis que tu savais presque que tu t'auto-condamnais en montant au front.
alors que les grandes gouvernances sont ça, qui sont capables d'affronter les problèmes les yeux dans les yeux, de prendre la critique qui était quand même constructive, qui n'était pas personnelle, qui était dans un but unique, que l'équipe de France féminine fonctionne mieux. Oui, C'était ton seul but. J'ai pas la science infuse. Non, mais c'est pas comme si tu voulais t'engager en politique et que tu voulais remplacer le président. Non, mais ça avait rien à voir avec ça. après, j'ai compris une chose, c'est que dans le milieu du haut niveau, dans le milieu d'élite, alors je parle pas du foot en général, parce qu'il y a des choses très très belles, on est très vite seul, et 95% des choses qui sont dites sont faites à but personnel. Et finalement, moi, je me disais, moi, je viens de l'Aube, un petit département en Champagne, et je me dis, j'étais toujours dans ma magie, en fait. Et je me disais, je dois le faire pour la France, tu vois, j'étais dans mon trip. Et je le pense toujours, mais je regrette rien du tout. Mais c'était un devoir. Donc, je savais que ça allait pas faire du bien pour ma carrière, ou pas d'ailleurs. Mais j'avais ce devoir-là, donc j'y suis allée parce que c'est en moi, et puis au bout d'un moment, c'est pas possible. Il y a des choses qui sont pas entendables, enfin moi je cautionne, je peux pas cautionner, voilà. Et c'était ça ton moteur pendant toute ta carrière? Mon moteur, c'était de développer le club de cœur dans lequel j'étais et de faire en sorte qu'il devienne un grand club. Alors autant te dire que quand j'ai su que Antoine Arnaud allait racheter le Paris FC, j'avais un petit sourire parce que je me dis, quand je suis arrivée en... Il n'aurait pas pu faire ça il y a 5 ans. Non, pas du tout. J'avais pas cette version-là. J'avais juste quand je suis arrivée en 2008 à Juvisy, au petit terrain de Maquin de Juvisy avec Marie-Christine et Monsieur Fusier et le bénévole et l'autre bénévole, et qu'on a essayé de monter un truc. Enfin, moi, je suis arrivée dans un club qui existait déjà, mais j'avais cette envie d'eux. Et que 2008 à aujourd'hui, 17 ans après, je la vois assise à côté d'Antoine Arnaud dans la tribune. Je vais pas dire je rigole, parce que finalement c'est très touchant. C'est que le but a été atteint, parce que je pense que déjà avec Pierre Ferracci c'était le cas, et là c'est encore un autre niveau, et c'est super. Je suis contente pour eux. Et tu n'as même pas mentionné l'association avec Red Bull en plus, qui donne une exposition supplémentaire. Aussi, oui, bien sûr. Mais après, on a eu beaucoup de chance. Pierre Ferracci est venu fusionner avec nous. Il nous a amené les moyens nécessaires. Et aujourd'hui, il a fait un travail fantastique pour que le club arrive avec un investisseur français qui permette au club de prendre une autre dimension. Donc, tout a été un très, très beau chemin. Donc voilà. Donc, mon moteur, c'était ça, ce club, et gagner un titre avec l'équipe de France. J'ai pas réussi. Mais on a vécu des moments très historiques, comme se qualifier, sortir des phases de poule, ça n'avait jamais été fait, aller en demi-finale, aller aux Jeux Olympiques. À chaque fois, on a repoussé les limites de l'histoire, de notre palmarès. Donc j'espère que la France gagnera un titre. Bah, écoute, en tout cas, tes intentions, franchement, dégoulinent de toi. Ça se sent que tu es viscéralement attaché à ce projet, quitte à te sacrifier. Oui, c'est ce qui m'a fait énormément souffrir. Je l'ai dit dans un discours sur Canal pour les trophées, parce que j'ai eu un super beau hommage. Et j'ai dit, l'équipe de France, c'est comme un amour passionnel, mais je l'ai aimé autant qu'il m'a fait souffrir. Et l'équipe de France m'a fait énormément souffrir. J'ai passé des nuits à pas dormir. Mais ça fait partie de mon histoire, et c'est pour ça que je l'aime autant et que j'ai envie qu'elle réussisse et que je vais tout faire pour l'aider. Et j'ai tout fait pour l'aider pendant ma carrière, sur le terrain, en dehors du terrain. Et voilà, et peut-être que très vite, je l'aiderai bientôt. Je sais pas encore. Il faut que je parte en vacances. Il faut que tu coupes un petit peu quand même. Même si, je pense pas que tu sois quelqu'un à te dorer la pilule pendant des semaines et des semaines. Ça n'a pas l'air d'être trop le type de personnage que tu es. Avant qu'on parle d'entrepreneuriat, parce que tout ce que tu dis, c'est le don de soi. Moi, tu vois, donc tu sais ce qu'on fait chez Teampact, et vraiment la raison pour laquelle le meilleur du sport de niveau est pertinent. Parce qu'il y a aussi une question, est-ce que c'est pertinent dans un autre univers, sur un autre terrain? Et moi, je pense que ça l'est totalement, j'en suis convaincu, toute notre communauté en est convaincue. Parce que c'est le même genre d'environnement avec ces entrepreneurs qui décrivent exactement ce que tu viens de décrire. Ils sont fusionnellement... C'est une histoire d'amour. C'est de la passion. C'est du cœur. C'est pas juste un taf. C'est pas juste
un side project qu'ils ont juste pour mettre du pain sur la table. C'est vraiment une vocation d'utiliser leur excellence dans la création d'un projet, avec en plus une vocation à se dire tout ce que l'on va faire, tout l'impact économique que l'on va avoir, il est au service de la planète ou des gens. Donc t'imagines, c'est vraiment, et ça rejoint l'idée de l'équipe de France, c'est créer une nouvelle génération d'équipe de France pour que toutes les petites filles un jour puissent se permettre d'avoir une plateforme extraordinaire et puissent se régaler. Et Rêve et rapporter des titres à la France pour rendre tout le monde heureux. Mais dans tous ces moments d'extrême doute, de tension, d'anxiété, tu parlais tu dormais mal la nuit, et ça je t'entends. Ouais. Comment tu fais pour gérer ces trucs? Est-ce que t'avais peut-être des échappatoires, peut-être un cercle autour de toi, des techniques, des rituels qui te permettaient de purger ce stress? Je l'ai construit au fur et à mesure de ma carrière parce que quand j'étais jeune, j'ai toujours été une hypersensible. Quand je dis hypersensible, je ne pleure pas facilement, mais j'arrive à capter les émotions assez facilement de tous et tout le monde. J'ai énormément d'empathie. Donc, cette hypersensibilité, il a fallu aussi que je la gère quand tout allait bien. Quand j'ai été élue meilleure joueuse du championnat 2 fois, en étant à Juvisy par FC. 2013-2014. Ouais, 2012-2014. Ouais. Donc, quand tu joues, non pas ni à Lyon ni à PSG, et que tu es meilleure joueuse du championnat, ça avait pour moi une signification très forte pour l'équipe. En fait, pour moi, ces trophées-là, c'était des trophées qu'on avait gagnés ensemble, parce que si je pouvais briller, ça voulait dire qu'on avait fait un sacré taf. Donc, en fait, j'ai vécu tous ces succès-là. Et arrivé à la Coupe du Monde 2015, avec Philippe Bergerot, j'étais meilleure buteuse de la zone Europe sur les qualifs Coupe du Monde. Et en 2015, c'est pas ce qui se passe, on perd le premier match. Derrière, je sens un peu, malheureusement, mon empathie légendaire, sans que le coach se sent pas en confiance et pas bien. Je crée une discussion pour lui dire ça va aller, parce qu'il nous dit je ne vais pas vous lâcher. Que toi et lui, ou avec le reste des joueuses aussi? Que moi et lui. Ok. Donc il nous dit, après cette première défaite, il dit, je le sentais un peu stressé, et il dit les filles, vous inquiétez pas, je ne vous lâcherai pas. Il restait 2 matchs de poule, enfin, il n'y avait pas de souci. Donc, je lui dis, Philippe, il n'y a pas de problème. En fait, moi, j'ai compris, ne me lâchez pas. Quand il a dit, je ne vous lâcherai pas, inconsciemment. Bon, bref, donc je crée cette discussion, en fait, en étant presque pour l'aider. Et en fait, là, j'ai découvert un autre monde, et je lui en veux pas, parce que j'imagine que c'est ses blessures d'avant, parce qu'il a eu des soucis avec d'autres groupes où il a été éjecté. Et en fait, je deviens la ligne de mire, quoi. Et le match d'après, je suis sur le banc, sortie, sans aucune explication, parce que je lui avais dit, en gros, ne t'inquiète pas, et qu'on avait commencé à discuter tous les deux. Et là, ça a été très compliqué, parce que je suis passée de titulaire indiscutable, vice-capitaine, à non pas remplaçante, parce que en fait, si on m'avait dit, tu vas être remplaçante, à chaque fois que tu rentres, tu vas faire la diff, à indifférence. Je me suis retrouvée toute seule au Canada, avec plus personne qui m'adressait la parole. Et ça a été compliqué, du staff. Donc ça a été le début vraiment d'une descente très compliquée, qui a engendré donc, une remise en question très forte, parce que demi-finale de Coupe du Monde, on joue l'Allemagne, et quand je rentre donc à cette fameuse Coupe du Monde, personne ne me parle depuis 2 semaines. Et à un moment, il fallait me faire rentrer, c'était les prolongations, il a dû se dire, bon, quand même. Il me fait rentrer. Et au moment de rentrer sur le terrain, je me retourne et je recrée le lien. Et je dis, je remplace qui? Parce que j'avais toujours pas eu de mots depuis 15 jours. Pas un mot. Pas un mot. Quand vous disiez même le matin, il n'y avait pas de bonjour. Pas un mot. Pas un mot. C'est très, très dur. J'aurais préféré qu'on me dise que j'étais une conne. Et en fait, je me retourne et en fait, je lui demande à la place de qui. Je sais à la place de qui je vais rentrer. Mais je veux qu'il me parle. Je veux juste qu'il me parle. Ou juste qu'il me dise bouge-toi le cul. Je sais pas. Qui me parle. Et quand je me retourne, je lui dis, je rentre à la place de qui? Il baisse la tête et regarde ses pieds. Et en fait, ça m'a tuée, parce que quand je suis rentrée sur le terrain, je me suis dit, putain, tu m'aurais juste répondu, ça l'aurait fait, quoi. Et à la dernière seconde des prolongations, je prends le ballon, je dribble une Allemande, je fais un jeu à l'opposé, je me rappelle de toute l'action, et je fonce au 2e poteau. Et on jouait sur un terrain synthétique. À Montréal, c'est des synthétiques avec 40 000 personnes. Et c'est Jessica Wara qui centre. Le ballon, il m'arrive et je suis toute seule. La gardienne est au 1er poteau. Je suis toute seule au 2e et le ballon, il rebondit au moment où je le prends. Et du coup, au lieu de prendre le pied, il me prend le tibia.
Et le poteau, il est là et il passe à 20 cm du poteau à gauche. But vide à 5 mètres. Et c'était la dernière seconde, c'était la 120e. Et en fait, ça a été horrible. Enfin, cette action, elle est restée en moi jusqu'à toujours. Enfin, j'y pense toujours. Et en fait, quand je rate, je me dis, s'il m'avait parlé, je l'aurais mis. Juste s'il m'avait regardé, parlé. Et j'étais persuadée de ça. Et après, c'est la première fois que j'en parle, on va au pénalty. Et on arrive dans le rond. Donc moi, je viens juste de rater cette action que j'aurais mis 10 000 fois. Et le coach arrive dans le rond, très stressé, comme tout le monde. C'était pour une demi-finale de Coupe du Monde, quand même. Et le premier mot qu'il dit, c'est Tatane. Jamais il m'appelait Tatane. Tu tires pour les pénaltys. Et il me reparle à ce moment-là. Tatane, tu tires? Et c'est la première fois ce qu'il dit à l'équipe. Et là, c'est vrai qu'il y a eu un moment un peu de flottement, parce que tout le monde savait la situation dans laquelle j'étais. Et je m'en souviens. Et là, en fait, je me suis sauvée. C'est pour ça que j'ai eu une carrière longue. J'ai pris ma gourde, j'ai bu la gourde. Donc, il y avait un grand silence, plus personne ne parlait. J'ai jeté la gourde, je l'ai regardée et je dis, je tire en premier. Et là, je me rappelle parce qu'il y a 2 filles à côté de moi qui m'ont dit, mais arrête, s'il te plaît, arrête. Enfin, va pas au bout, quoi. Tu vas au feu, quoi. Enfin, toi, avec toi-même, tu vas être dans un mal-être. Si tu rates, c'est fini, quoi. Ta carrière est terminée. Et j'ai marqué. Et en fait, j'ai marqué mon premier. On a perdu parce que la petite jeune qui a tiré en 5e a raté. Et cette action-là m'a sauvé ma carrière. Je ne vais pas dire ma vie, mais une bonne partie. Donc ce moment-là que j'ai vécu, tous ces moments-là, ont été un peu le début d'une longue remise en question, parce que j'étais vraiment au top. Tous les clubs me voulaient. J'avais refusé Lyon, j'avais refusé PSG, parce que je voulais rester dans mon club, parce que j'aimais mes plus gros challenges pour moi à faire. Et voilà, et j'ai vécu ça comme si on m'avait coupé en deux, quoi. Mais pourquoi on me fait ça? Comme si j'étais une manipulatrice, je sais pas. Et j'ai découvert ce fameux monde de paranoïa, un peu malsain, quoi. Et ça arrive. Et moi, en fait, j'étais toujours dans le monde des bisounours de mon match quand j'étais à Brienne-le-Château dans l'Aube. Et j'étais excitée de jouer la Coupe du Monde. Mais en fait, c'était plus ça. C'était plus ça. Et je l'ai vécu de plein fouet, parce qu'on a fini la Coupe du Monde. Donc l'été, j'en parle pas. Là, j'ai commencé à pas dormir. Et en septembre, on a une sélection et je suis convoquée par ce coach. Et je lui dis, bon, on reprend une saison, qu'est-ce qui va pas? Enfin, on ne peut pas revenir sans parler de ce qui se passe à la Coupe du Monde. On ne s'est pas adressé la parole. J'ai rien à dire. Et ça a continué. Ça a continué. Et premier match, on joue l'Albanie. Et je suis même plus sur le banc. Il me met en tribune avec des gamines de 18 ans. Et là, j'ai compris. Bon, il veut que je décide. Il veut que ça s'arrête. Mais il veut pas le dire. Donc, du coup, j'ai pris les devants. Je suis allée le voir. J'ai dit, on arrête. Stop. Je lui ai dit ce que je pensais de lui et j'ai dit on arrête. Voilà. Mais encore une fois, je lui en veux pas, parce qu'avec le recul, j'ai appris qu'il avait vécu des histoires traumatisantes en tant que coach. Mais voilà, j'ai vécu ça. Et quand j'ai vécu ça, là, j'ai mis tout ce qui était en place, quoi. Psychologue. J'ai commencé à faire j'étais folle. J'ai commencé à faire à manger, comment on appelle, des monodiètes. Tout ce qui pouvait exister. En fait, je suis partie à fond dans tout ça. J'étais un peu moitié en dépression et en même temps, je jouais tout le temps. Tous les jours, je m'entraînais avec mon club et j'ai été retirée de l'équipe de France à ce moment-là. J'ai pas fait les JO 2016 pendant 1 an. Au JO 2016, il y en a une autre qui a vécu à peu près le même traitement que moi et après, ils ont changé de coach. Mais c'était terrible, ouais. Terrible. Mais c'était c'est peut-être pour ça que j'ai fait une longue carrière, parce que ça m'a donné une force incroyable après. Je t'avoue que je suis un peu sans voix, parce que c'est pas que j'avais pas de questions, mais c'est que je suis un peu estomaqué, si tu veux, par ce que tu me racontes. Et plus tu me le racontes, plus me monte un énervement profond pour ce personnage. Mais plus je suis aussi choqué par le fait que tu le remets à peine en question. Tu arrives à dire quand même, sur un penalty, qui est le moment de stress ultime, Ouais.
que j'ai sauvé ma carrière, mais imagine tu l'aurais loupé ce penalty. J'aurais arrêté ma carrière. Peut-être que tu aurais arrêté ta carrière et tu aurais fait une erreur. Mais c'est presque comme tu dis, les gens auraient eu raison de m'en vouloir. Non mais attends, faut comprendre le contexte aussi. Oui, tu tremblais mais- comme une feuille, t'étais clairement pas dans les mêmes dispositions. Ouais. Jamais tu te mets des excuses en fait, tu vois. Jamais tu utilises ce contexte extrêmement défavorable. J'ai connu des moments d'extrême tension, mais ne jamais pouvoir même adresser la parole à quelqu'un, ne serait-ce que un truc glacial, bonjour, au revoir, je te déteste. Ok. J'aurais bien aimé. Nous, c'est confrontationnel le rugby. Tu vois, généralement, ça se règle assez vite, mais au moins ça se règle. Et ça veut pas dire que c'est parfait, mais au moins ça se règle. Toi, ce silence là, il me glace quand on Ouais. parle. Enfin, moi, ça me boufferait de l'intérieur. Je sais même pas comment tu as fait pour jouer, ne serait-ce que même pour te rappeler ton action et de t'en vouloir de ce tibia. Bon, ok, évidemment, tu l'aurais Du rebond. Ok, mais t'as quand même mis ton penalty. Ouais, mais je suis hyper fière. Mais heureusement, t'es hyper fier. C'est presque. Enfin, bah, heureusement que t'es mais hyper ça, c'est une fier. victoire, tu vois, ça, c'est un trophée. Ah bah, Dans un peu que c'est contexte un trophée. psychologique aussi lourd, d'avoir réussi à le faire, ça m'a donné une force extraordinaire. Incroyable. T'aimes pas ce qui est facile quand même. Non, pas ce qui est mais, simple. et je ne lui en veux pas du tout. Hein. Parce que pour moi, il a été victime de grandes souffrances dans sa carrière. Ouais, Mais après, l'équipe de France n'est pas là pour penser les blessures des gens. Je suis d'accord. Oui, mais le minimum du coaching, c'est de la simple. Il peut faire des erreurs, il peut te mettre en tribune, Oui, mais comme après, tu dis. Il aurait pu te sortir du groupe totalement, et ça peut être une erreur tactique, mais au moins il assume son choix. Toi, tu dis bah oui, coach, toi qui décides, qu'est-ce que je te dise, et puis tu passes à autre chose. Enfin, en fait, j'ai pas envie de le pointer parce que c'est pas, ça existe. Voilà. Ok. Ça existe, que ça soit lui, quelqu'un d'autre. S'il l'a fait, il est plus malheureux que moi hein, pour faire des comportements comme ça. Mais, et j'espère qu'il va bien et qu'il a réussi à régler ses problèmes. Mais C'est incroyable. Mais ça existe. Ça existe et on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour dire que parfois, il y a des environnements qui sont vraiment pas propices à s'exprimer positivement. Ouais. Et il faut s'en servir. Et moi, j'ai trouvé les clés et je suis hyper fière de ça. Après, j'ai énormément souffert suite à cet épisode parce que du coup, j'ai été retirée de l'équipe de France. Et là, on m'a retirée de l'équipe de France et ça, c'était dur. Et donc, quels outils j'ai mis en place ? J'ai trouvé une psy incroyable. Que j'ai vu à la télé avec Pascal Papé, comme je connaissais Pascal Papé, donc j'ai Myriam Salmi. Et même partenaire de chambre en équipe de France, voilà. Pascal Papé. Et j'étais avec lui chez un sponsor commun, chez Honda. Ouais. Et voilà, donc je l'ai vu à une émission. Elle avait énormément de monde, je lui ai écrit un texto comme ça. Et elle n'a pas eu le choix. Et ça fait 10 ans que je suis avec elle. Et elle est extraordinaire et ça sera ma coach toute ma vie. Génial. Et ça me permet de mieux dormir, même si j'ai quand même toujours eu du mal à dormir. Mais c'est formidable. Et toutes les épreuves que j'ai vécues, pour moi, ont été toujours des challenges que j'ai relevés. Donc quand on me dit, oui, bravo, tu as gagné la Coupe de France. Non, j'ai gagné tellement d'autres choses humainement. Comme ne pas en vouloir aux coachs qui m'ont vraiment mis dans des grandes difficultés. Je leur en veux absolument pas. On se connaît pas bien, mais tu es une sacrée personne, franchement, parce qu'il faut en avoir de l'humanité et de la distance. Aujourd'hui, je leur en veux pas. Ouais. Bah, le lendemain, je leur en voulais beaucoup. Putain, alors là, je veux bien te croire. Mais c'est drôle que tu parles de Pascal, donc ancien deuxième ligne de l'équipe de France, et qui était le rouquin, si jamais quelqu'un peut te poser la question, qui était mon partenaire de chambre en équipe de France, quelqu'un dont je suis très proche, et qui était ce guerrier extraordinaire, très bon joueur de rugby, mais particulièrement agressif sur un terrain, et reconnu pour ça, mais qui avait aussi ce penchant touchant, simple, vulnérable, sensible. Un parcours de vie très compliqué, il en a parlé bien plus tard dans sa carrière, mais sans s'en cacher. Et je suis heureux que ce soit quelqu'un comme ça qui ait pu, lui, le grand de 2 mètres, 120 kilos, qui défonçait des types sur un terrain de rugby, qui puisse te parler de cet équilibre psychologique, ce besoin de nourrir ta santé mentale avec de l'aide, avec des outils autour de toi, notamment la psy. Il y en a d'autres, des outils, et peut-être que tu en as tutoyé, tu parlais de nutrition, ok, c'est une chose, mais je suis très heureux en tout cas que tous les deux vous ayez pu faire ça parce que je l'ai vu en fait, il faisait une émission où il racontait son histoire et la psy est venue avec lui. Bon, c'est génial. Et j'étais devant ma télé et en fait elle a parlé d'hypersensibilité, d'intelligence émotionnelle et en fait quand elle a dit ce mot, je me suis dit ok, enfin quelqu'un qui va me comprendre vite. Et c'est génial. Ouais. Ça c'est quand même alors bon, discussion parallèle, mais moi je considère que le sport a un rôle quasiment sociétal de libérer la parole, de mettre sur le devant de la scène
tous ces problèmes de santé mentale pour dire que Teddy Riner, je trouve ça génial le fait qu'il en parle tout le temps. C'est la même psychologue d'ailleurs. Extraordinaire, d'accord. Oh bon, elle est connue, hein, ok. Ouais, elle est connue. Et je trouve ça génial. Elle est surtout, experte. Et puis le clash, même si c'est bête ce que je vais te dire, mais de voir ces immenses gaillards dire qu'ils avaient besoin justement de cette aide, je trouve ça extrêmement sain. Je trouve ça... Parce que si eux le font, tu vois, je préfère qu'on célèbre... Enfin bref, il y a tout un chapitre à ouvrir sur cette santé mentale, mais moi je considère que c'est une responsabilité sociétale des athlètes, notamment ceux qui brillent, ceux qui excellent, ceux qui font rêver la jeunesse, de montrer que tout le monde a des bons jours comme des mauvais. Tout le monde a des moments... La dépression, c'est quelque chose de chronique, mais des moments de stress et de dépression momentanée, ça existe à tout le monde. Ça s'appelle le blues, le spleen, peu importe comment tu veux dire ça. Et la première étape pour essayer de se reconstruire, c'est juste d'en parler, c'est d'échanger avec. C'est pour ça que je te parlais de cercle proche, tu vois. Certains n'ont pas besoin de psy parce qu'ils ont la chance d'avoir un équilibre familial, personnel, d'amis, etc., où ils ont cette poche d'évacuation, mais rien de tel que des professionnels qui savent très bien faire ça, qui sont expertes, comme tu dis, et qui ont ces techniques. Après, il y a une autre poche d'évacuation, il y en a qui se blessent aussi. C'est-à-dire ? Et moi, je me dis, je le remarque souvent, quand tu as une blessure mentale, c'est compliqué à expliquer. En plus, quand tu es dans le sport de haut niveau, tu dois être toujours forte. Ouais. Moi, je suis plutôt une leader, donc je dois te donner de l'énergie 100%. positive. Donc, quand tu rentres chez toi et que tu n'es pas bien, il faut réussir. Moi, j'ai réussi à trouver Myriam, ma psychologue, et à lire plein de bouquins, à écrire. J'ai écrit beaucoup. Mais et souvent, je remarque finalement, quand il y en a qui sont en difficulté mentale, ils se blessent. Mais ils se blessent pas. Mais ils se blessent pas. Oui, ils se blessent parce qu'ils ont un problème mental, mais ils se blessent parce qu'ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux. De mon point de vue. Hein. Ah, tu crois que c'est ton corps qui fait exprès de se blesser je pense, pour aller chercher des soins ? Moi, je pense qu'à un moment, ça lâche. Parce qu'à un moment, stop. Je peux plus, en fait. Je peux plus tenir. Et j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Et alors, il y en a, c'est une petite blessure. Ça va durer 2-3 semaines. On s'occupe de moi. Il y en a, c'est un peu plus. Mais au-delà de l'accident et du traumatisme qui peut être lié à la pratique, je pense que physiquement, le corps, il lâche. Ouais. Bon, très clairement, en tout cas, il y a un lien direct entre la santé mentale et la santé physiologique. Ça, c'est une certitude. En tout cas, j'ai eu de la chance que je ne me suis jamais blessée. Et ça, c'est une grande chance. Physiquement. Écoutez, mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Franchement, je n'avais pas tout ça en tête, mais c'est particulièrement puissant et je sais que c'est important pour toi d'être aussi leader par l'exemple. Là, très clairement, pour moi, c'est une des façons de le faire. Ouais. Et donc, si on parle de cette fragilité, je t'enverrai une étude. Je ne sais pas si tu avais suivi une étude qu'avait fait Google, où ils avaient pris 1000 équipes différentes, et ils avaient en fait un peu fait des tests comme dans un labo, où en disant une équipe où on donne toutes les ressources du monde, une équipe où on met que des superstars, une équipe où on met que des jeunes, une équipe où on met que des vieux, une équipe où on met un mix. Enfin, ils avaient vraiment testé, et à la fin de l'étude, la conclusion, c'était l'ingrédient numéro 1 qui permet la performance d'une équipe, c'est la sécurité psychologique. Et la sécurité psychologique, c'est être capable d'exprimer ses opinions sans avoir peur d'être blâmé. Ça ne veut pas dire que tout le monde co-décide. Hein. Ça ne veut pas dire que si on est 10... C'est un peu le problème, c'est qu'on a du mal à mettre les nuances. Exactement. Et j'aimais bien, il y a quelqu'un qui a résumé en anglais, il disait « Everybody has a voice, not a vote ». Tu vois, tout le monde a une voix, mais ça ne veut pas que tu as un vote. Ça ne veut pas dire que tu es obligé... Parce que sinon, tu fais du consensus, quoi. Sinon, tu vois, un petit peu de toi, un petit peu de moi. En fait, c'est pas ça. La conclusion de cette étude, c'est vraiment le fait d'avoir un espace, une culture, un environnement, une ambiance, peu importe comment tu vas appeler ça, qui permet à tout le monde de s'exprimer. Donc de regarder à l'intérieur, ça ne veut pas dire que tout doit être pris. Des fois, il y a des hypersensibles, des fois, il y a des gens qui prennent les choses trop personnellement, il y a les égos qui se mettent au milieu. C'est normal, personne n'est parfait. Mais c'était l'ingrédient numéro 1 de la performance des équipes in fine. Ouais, et ça rejoint beaucoup ce que tu dis. Mais pour que les petits jeunes expriment, est-ce que tu ne penses pas qu'il faut qu'il y ait des Pascal Papé, des Teddy Riner, des Gaëtan Tinet, des Thierry Henry d'une certaine manière, qui en a parlé aussi beaucoup de... J'ai découvert la vulnérabilité à 44 ans. J'avais vu cette citation, ça m'avait beaucoup touché. De Toto Wolff, le manager de Mercedes Compétition, je ne sais pas si tu l'as vu. Non. Mais évidemment, qui répond à une journaliste, mais évidemment que je suis suivi par une psy depuis 15 ans, mais vous croyez quoi ? Sans cette aide médicale, je me serais jeté d'un pont 20 fois. C'est hyper dur ce que l'on fait. C'est quasiment fou de se dire qu'on peut penser que les athlètes sont des robots et que ça leur passe au-dessus et qu'ils ne sont pas touchés comme des êtres humains normaux. Et donc, mais pour que ces petits jeunes aient cette sécurité psychologique, il faut qu'il y ait des leaders, par exemple, comme toi, qui mettent ces sujets sur la table. Ouais, mais après, moi, j'ai une très, très bonne relation avec les jeunes.
parce qu'il y avait un tel écart que c'est facile, parce que je pourrais être presque leur mère. Dans le vestiaire, il y avait des filles de 19 ans. Moi, je parle librement de l'approche psychologique. Alors déjà, mes parents sont infirmiers psy tous les deux, donc je pense que dans mon éducation, un psy, ça fait partie d'un environnement normal, puisque j'entendais ça tout le temps. Il a été voir le psy, tiens, j'ai vu croiser le psy. Donc en fait, ça, c'était logique. Mais maintenant, avec le recul, moi, au-delà de psy, c'est une accompagnatrice de vie. On dit coach mental, mais... Ouais, on déguisait ça en disant préparation mentale, sophrologie, coach mental. En fait, voilà. Mais en fait, moi, ma psychologue, elle est essentielle pour que je trouve moi-même les clés. Et elle me fait juste gagner du temps. Et je vais pas chez la psychologue avec des paquets de mouchoirs à pleurer. Non, je lui pose des questions et je n'ai aucun filtre. Alors que finalement, dans ton quotidien et dans ta vie, tous ceux qui t'entourent, famille, amis, professionnels, tu as des filtres qui sont différents avec tout le monde. Moi, quand j'arrive chez ma psy, c'est la seule où je retire tous les filtres. Tous. Et quand tu arrives, c'est une chance d'avoir dans une vie quelqu'un où tu as zéro filtre, où tu peux parler de ta vie perso, pro, tes émotions, pleurer, crier, rire, dire tes défauts, dire ton côté dark, en tout cas où il faut que tu sais que tu peux être en danger sans te sentir jugé. J'ai pas tendance à me sentir jugé parce que je m'en fiche, mais c'est incroyable, c'est une force. Alors quand on me dit oui, mais allez-y, mais courez, allez-y. Par contre, il faut tomber sur une bonne, mais allez-y. Il y en a beaucoup. Mais il y en a beaucoup, évidemment. Mais déjà, rien que la démarche de vouloir aller parler avec quelqu'un, c'est déjà une étape incroyable. Donc moi, dans le vestiaire, des fois, j'arrivais. Malheureusement, tu vois, là, je vais avoir un gros boulot. J'arrive et elle me dit, ça va? Bah oui, j'étais chez ma psy, donc elles sont toutes mortes de rire. Donc je leur remets une couche mais moi, j'ai une force de plus que vous dans la carte, vos cartes de jeu. Là. J'ai une case que vous n'avez pas. Il faut parler comme les jeunes. Écoute, c'est génial. C'est hyper inspirant. Je suis content de te l'entendre dire. Moi, je suis habité par ça. Je te partage un secret, c'est que à la fin de ma carrière, je suis allé. Oh, c'est pas un secret du tout d'ailleurs, mais non, quand je suis allé c'est pas tabou. Quand je suis allé, à la fin de ma carrière, je suis allé faire un MBA à Oxford. Je tombe sur un ancien capitaine des Navy Seals, donc quand même des durs au mal extrêmes, qui en avait marre de perdre plus de collègues pendus en bout d'une corde que sur le terrain. Donc les vétérans de l'armée, c'est quand même des traumatismes, PTSD, ils appellent ça. Bon, c'est pas exactement comme le sport, c'est évidemment un autre niveau, mais on parle de même traumatisme avec une incapacité de les exprimer et de mettre ces dossiers sur la table. Et on a décidé de créer une app qui s'appelle InVi, donc Invisible Visible, et qui finalement a essayé de montrer en utilisant des trackers, tu vois, Oura, Whoop, enfin bref, tous les trackers physiologiques qui existent, pour montrer comment l'impact psychologique et physiologique est lié. Et en gros, ils pouvaient monitorer des Navy Seals à distance. Tu sais, quand tu poses la question, Gaëtan, comment ça va? Si tu me dis oui, juste, ça va très bien, moi j'ai rien d'autre pour me figer, pour contester ta réponse. Et finalement, s'ils voyaient que tes marqueurs physiologiques étaient dans le rouge 1, 2, 3, 4 jours consécutifs, le ça va, ça suffisait pas. Mais explique-moi pourquoi tu as dormi 20% de moins. Explique-moi pourquoi tu as un sommeil agité. Explique-moi pourquoi, quand tu as rempli ton journaling, tu as dit ouais, mon niveau d'énergie, je suis un peu de moins bonne humeur. Enfin bref, tout ce genre de trucs. Et c'est un enjeu qui est gigantesque. Et toutes les conversations que l'on avait avec des gens qui étaient intéressés par ce qu'on faisait, c'était jamais des gens qui allaient mal. C'était que des CEO d'énormes boîtes, 5 enfants, millionnaires, tout ce que tu veux. Donc les mecs qui exprimaient, beaucoup des hommes quand même, parce qu'il y a un côté macho qui fait que on n'arrive pas à passer ces murs-là. C'est pour ça que je suis content que Pascal le fasse, parce qu'en plus il est hyper solide, ou Teddy Riner, etc. Donc ce clash, il est très positif à mon avis. Et c'était jamais les gens qu'on pensait. Tu sais, quand il faisait des interventions, mon pote, pensant dans des écoles, dans des machins, c'était jamais les gamins qui venaient. C'était le prof, c'était le proviseur, c'était le patron du endowment fund à côté qui gérait des millions, tu vois. Et donc, c'est très, très, très positif. Je ne peux que rabâcher ce message, que tu le fasses, parce que je pense que ça fait partie du rôle d'athlète. Quand tout le monde te célèbre, on se doit d'une manière ou d'une autre de contribuer, sans être des exemples parfaits, personne ne l'est, sans être des anges, mais de contribuer à ouvrir ce débat. De toute façon, et puis je pense qu'on a quand même le devoir de laisser un héritage. Exactement. Si c'est pour venir partir, prendre et consommer, du moins, je respecte ceux qui le font, parce que peut-être c'est leur seul moyen d'agir.
moi, je me sens redevable de redonner et d'impulser des choses pour que les jeunes elles soient armés, parce que l'environnement du haut niveau est très difficile et l'environnement du haut niveau de demain va être plus difficile parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus d'acteurs qui commencent à arriver, il y a plus de méconnaissance et là, on rentre dans un monde qui brille beaucoup quand ça marche, mais qui est très dark de mon point de vue. Donc, donc moi, je suis positive dans le sens où j'espère que les jeunes vont vivre des émotions exceptionnelles. Mais par contre, j'espère que les responsables vont mettre un système qui leur permet d'être en sécurité. Voilà. Parce que plus l'argent va arriver, plus les différents acteurs vont arriver, plus il faut sensibiliser, informer. Ouais. Voilà. C'est des petites choses, et encore une fois, c'est des nuances, c'est pas blanc ou noir. Mais c'est ultra important, de mon point de vue. Et ce challenge de l'athlète de haut niveau, cet équilibre psychologique particulièrement compliqué à trouver, cet accompagnement nécessaire, franchement, si on ouvre le chapitre entrepreneuriat, c'est exactement le même challenge. Il y avait une étude qui faisait froid dans le dos là, il y a quelques mois qui est sortie. Je crois que c'était 50 ou 60% des founders de la French Tech font un burn-out sur les 36 premiers mois de leur aventure. Donc, c'est très, très violent parce que tu hais ce que tu fais. Évidemment, ils ne comptent pas les heures. Ils bossent 100 heures par semaine. Ils ont un abonnement au Club Med Gym qui est tout poussiéreux parce qu'ils n'y vont jamais. Parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont jamais le temps. C'est la course contre la montre. Puis tu sais, l'innovation que tu sais, financée par les fonds d'investissement, tu signes ton CDD, toi, de 2 ans. Tu as dit c'était 25 ans d'une année reconduite. Eux, c'est la même chose. Eux, ils signent 1 an de runway. C'est le seul moment où ils se disent qu'ils vont être encore en vie. Leur entreprise sera en vie. Donc tu dois être confortable dans l'inconfortable. Et donc, si on ouvre ce chapitre entrepreneuriat, tu as mentionné que tu viens de l'eau, donc de la Champagne, et donc de ce département magnifique. Mais donc, du coup, tu as aussi investi et monté ta boîte, ou en tout cas ta marque de champagne, c'est ça? Tu peux nous en dire un peu plus? Peut-être ton goût et ton rapport à l'entrepreneuriat en général. C'était un peu un hasard. Je pense que j'ai cette âme d'entrepreneur parce que j'aime les projets. Après, j'aime les projets aussi qui ont un bien commun, donc qui ont un objectif commun et un peu sociétaux. Ce projet-là, il est né un peu pas par hasard. Il est né pendant le confinement. J'étais dans ma maison de campagne, en Champagne. Et on baigne dans cette région Champagne. Et j'ai mon frère, mon oncle qui sont dans un village où il y a énormément de petits producteurs. Il y a 2 choses qui m'ont réveillée un matin, c'est que, un peu comme ma carrière, la Champagne, il y a le département de la Marne et le département de l'Aube. Toutes les grandes marques sont dans la Marne, tous les grands blancs de blanc et chardonnay sont dans la Marne, toutes les marques qu'on connaît sont dans la Marne. Et puis le département de l'Aube est plutôt, à l'époque, il y a 40-50 ans, était un peu une réserve pour aller chercher du raisin, du jus, parce qu'il n'y en avait pas assez dans la Marne. Et avec plein de petits producteurs. Et en fait, là, c'est juste peut-être une question d'ego et de sentiment d'appartenance très, très fort avec mes racines. Souvent, quand je dis je viens de Champagne, ah oui, tu viens d'où, de Reims? Je dis non, de Troyes. Et tu vois, ah merde. C'est pas la vraie Champagne. Ouais, voilà. Et en fait, ça m'agace. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais faire un champagne qui me ressemble. Ça veut dire un champagne de l'Aube. De ce petit département qui est sous-évalué. Et je vais aller chercher, parce que finalement, les grandes marques font des très belles cuvées, des très bonnes cuvées, mais les premières cuvées, les premières bouteilles, les best-sellers, sont finalement des raisins qui viennent d'un peu partout en Champagne. Enfin, la traçabilité n'est pas la même et c'est respectable, il n'y a pas de problème. Excellente stratégie marketing, pour le coup. Il n'y a pas de souci. Donc moi, je prends le contre-pied, je me dis, moi, je veux un champagne de petit producteur qui a lui-même planté sa vigne et élaboré son champagne. Et je peux vous dire exactement dans la bouteille où est planté le raisin. Ce qui est plus difficile si on prend une grande marque déjà, sauf sur leur grande cuvée. Et ensuite, j'y vais doucement quand même, parce que j'ai l'impression que j'ai un patron qui a des marques de champagne. Et... Attends, alors là, c'est beau quand même, parce que c'est la question piège. C'était quand tu parles de la Fédé. Par contre, ah ouais, LVMH, non, là, on s'en fout, là, c'est bon, ok. Non, pas du tout, mais en plus, ça n'a rien à voir, parce que c'était bien avant, puisque ça fait 5 ans. Et
Et voilà. Et du coup, je me lance dans le truc et je dis, OK, je veux trouver des pépites de l'Aube. Ouais. Et qui correspondent à mon département. Donc, je mets tout quand je dis je mets tout, je m'enferme 3 jours dans ma maison et j'écris le projet, les valeurs et pourquoi. Je fais toutes mes recherches. J'appelle des amis producteurs. Je leur dis, écoutez, est-ce que vous voulez me montrer des cuvées? Et je vais monter à Paris et je vais mettre des experts. Là, donc je remonte avec 120 cuvées à Paris, donc après le confinement. Je remonte à 120 cuvées, avec 120 cuvées et je mets autour de la table des experts. Chef sommelière d'Anne-Sophie Pic, à la Revue du Vin de France, un spécialiste champagne, un autre spécialiste de la gastronomie. Enfin, je mets tout le monde, plus un de mes meilleurs amis qui connaît le champagne et qui adore le champagne, et moi qui n'aurai pas la connaissance d'un sommelier, mais je sais si ça me plaît pas. Il faut que ça plaise, bien sûr. Donc on est 8 autour et on fait la dégustation, 120 cuvées. Donc dégustation, on recrache, parce que 120 cuvées, rien que de sentir les 120 le soir, mais c'était une super expérience. Et je dis à tout le monde, vous me trouvez une pépite, 2 pépites. S'il y en a 0, je reviendrai avec des cuvées, mais je veux des pépites et pouvoir entrer partout où je veux avec en termes de qualité. Et ils m'ont trouvé 5 pépites. J'avais catégorisé les choses, parce que nous, notre signature est plutôt pinot noir. Donc voilà, donc j'ai une collection de 5 cuvées qui accompagnent un repas de l'apéritif au dessert, on va dire, avec un champagne qui est plus vineux, plus complexe, qui va être sur une viande, un autre qui va être un champagne qui va être plus sur les fruits de mer. Et donc, tu as une collection comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça génial. Et puis, j'ai tout pris du début à la fin. J'ai créé le logo, j'ai créé la bouteille, les étiquettes, le cahier des charges du CIVC, enfin bref. Et j'ai connu tout. Mais alors, quand je dis toutes les étapes, toutes. Et c'était super. Voilà, donc j'ai lancé ça. On a notre marque de champagne. C'est quoi la marque? Dixit Tinet. Super. Alors, je voulais pas l'appeler Tinet, sauf que je dois mettre mon nom parce que le cahier des charges dans le champagne est un peu complexe. Et il n'y a aucun nom fantaisie, donc ma marque de champagne devait porter mon nom. Et comme je voulais être transparente jusqu'au bout, c'était pas le champagne Tinet, j'ai pas de vigne. C'était le champagne selon moi. Donc Dixit. Et c'était un peu fait dans le 10, et l'Aube, c'est le 10. Voilà. Donc j'ai trouvé ça, j'étais dans ma touche. Dixit. Je dis voilà, Dixit Tinet, c'est parfait. Et ça s'est lancé comme ça. C'est cool. C'est plutôt familial parce qu'il y a mon frère, ma sœur. On travaille avec 4 producteurs sur les 5 cuvées. Il y en a un producteur qui a 2 cuvées. Tout est centralisé chez un des producteurs. Ça se passe très bien. Comme je suis en activité, j'ai très peu de temps. Donc, on profite du champagne et j'ai des amis, des entreprises qui profitent pleinement de ce bon champagne qui coûte un peu moins cher que les grandes marques. Et j'ai encore pas passé la 2e parce que ça veut dire développement, ça veut dire embaucher, ça veut dire investir plus. Et je n'avais pas trouvé le temps. Donc ça sera peut-être dans quelques mois. Génial. Je sais pas. Et donc, t'as pris du plaisir à mettre les mains dans le cambouis, à vraiment faire le taf, à construire mais j'étais trop. Trop, c'est-à-dire tout. Créer le site internet. Encore un peu, je devenais expert du codage, quoi. En fait, je voulais tout faire. T'es légèrement obsédé, toi, par ce que tu fais, quand même. C'est bien. Ah, c'était une folie. Mais c'était génial, hein, aller toucher. Je suis allée toucher la qualité du papier de l'étiquette parce que je voulais pas une étiquette simpliste. Il fallait qu'elle soit structurée. Tout dans le détail. C'était horrible pour les gens qui m'entourent. Et le résultat est plutôt pas mal. Mais j'aime les détails et j'aime la philosophie. Donc voilà, c'était long. C'était long. Je m'y suis mis en mars et j'ai lancé. Les bouteilles sont sorties, étiquetées. Et j'ai fait ma soirée de lancement le jour de mon anniversaire, 28 octobre. Génial. Donc j'ai mis 8 mois. Et la remarque, t'es de Champagne, t'es de Reims et ça t'agace, ça peut être un peu la même quand on te dit tu joues au foot à Paris, donc tu joues au PSG. Non, je joue au Paris FC. Je dis, je joue dans le meilleur club parisien. Mais je le pense. Hein. Vainqueur de la Coupe de France. Oui, et puis je pense très sincèrement en termes d'efficience au regard des budgets qui sont à peu près de 1 pour 8. Qu'on est, je pense, le projet le plus efficient des deux, oui.
sans problème. Avant de poser 2-3 questions pour un peu wrap up le tout, on peut revenir 2 minutes sur cette fameuse finale de Coupe de France quand même. Donc reparler de ce parcours. Fais-moi un peu le déroulé. C'est très beau franchement ce que tu as dit en disant j'ai gagné tellement plus que simplement cette Coupe de France avec 25 ans de carrière sans jamais avoir gagné. Et puis tu as donné un exemple très concret, c'est la connaissance de toi, ton équilibre par de l'adversité, par des challenges, ton expérience équipe de France, etc. Et donc maintenant, je comprends. Quand tu l'avais dit au tout début, je me dis franchement, elle n'a pas les yeux en face des trous parce que ce qui compte, c'est quand même les trophées dans l'armoire. Maintenant, je comprends ce que tu voulais dire. Tu peux nous parler juste de ces moments. Est-ce que tu t'es dit, est-ce que tu as douté sur, enfin, je sais que c'était pas l'essentiel pour toi. C'était pas le truc qui te réveillait tous les matins de gagner la Coupe de France. Mais n'empêche que tu étais contente quand même de le faire. C'était fou. Franchement, c'était fou. Déjà, bon, j'ai pas de trophées sur l'armoire. J'aime pas faire les poussières. Je trouve que ça sert à rien les trophées dans les armoires, mais je me suis dit quand même, je peux faire l'effort de faire la poussière. Tu ferais un peu de place sur la cheminée. Oui, parce qu'au final, dans 20 ans après, tes trophées, quand tu les regardes, tu te dis quoi? Tu te souviens de la soirée? Tu te souviens Absolument. de la demi-finale quand vous êtes allés en finale parce que c'était à la dernière minute? Absolument. Voilà. Moi, j'ai vécu tous ces moments, tous ces trophées invisibles. Je les ai vécus dans ma carrière par des moments extraordinaires d'émotion. Et ce trophée de Coupe de France, au-delà du trophée, ça a été l'aboutissement d'un groupe et d'un moment de partage et d'un instant T où c'est ma fin de carrière, où j'ai énormément, je pense, donné aux autres. Et ça me faisait du bien. Égoïstement, je pense qu'en leur donnant, ça me revient. Et en fait, j'ai été énormément touchée par le fait que dès le début de la Coupe de France, les jeunes ont dit, parce qu'on est dans un championnat où gagner le titre de champion, c'est quand même très compliqué. Ça fait 20 ans que c'est Lyon. Mais la Coupe de France, Lyon se fait éliminer au mois de janvier contre Reims. Et à partir de ce moment-là, moi, je me dis pas, je vais gagner la Coupe de France parce que tous les ans, je me le dis. J'aimerais bien. Mais en fait, à partir de ce moment-là, j'ai senti comme une énergie des filles et des jeunes. J'ai 2 jeunes avec qui je suis très, très proche, qui ont 20 ans et qui me considèrent un peu comme leur mère du foot. Et à partir de ce moment-là, ils m'ont dit, mais c'est bon, avec leur nonchalance. Mais on va le gagner, on va le gagner ton trophée, tu vas finir avec, c'est bon. Et des fois, j'étais un peu tendue parce qu'elles sont un peu chill. Trop chill. Alors là, quand elles me disent chill, putain, mais un match de foot chill. Et en fait, elles ont amené cette énergie-là avec d'autres, avec qui je suis dans le club depuis des années, qui avaient dans leurs yeux tellement envie que je gagne quelque chose. C'était très, très fort de recevoir. C'était très, très fort de recevoir leurs regards, leurs émotions. Quand j'ai levé la coupe, elle ne voulait pas que je la donne. Elle disait, mais garde-la. Fais les photos avec devant nous. Reste toute seule. Elle voulait que je reste toute seule. Je dis, mais non, venez avec moi. En fait, c'est comme si, parce qu'elles me connaissent au quotidien, elles savent que je peux passer la nuit sur comment je peux l'aider pour son stage, pour son dossier. Enfin, je suis un peu too much, mais peut-être aussi parce que personnellement, j'ai pas développé, j'ai pas eu d'enfant pendant ma carrière. Et finalement, j'ai un côté maternel très fort. Et c'est un peu, quand j'aime, je prends énormément soin, peut-être trop, des autres. Et je pense qu'elles avaient envie de me le rendre et c'était trop, trop beau. Franchement, c'était... Et puis après, je me dis, 25 ans sans trophée avec la carrière que tu as fait, voilà, c'est comme si tu avais eu raison, quoi. Et parce qu'en fait, quand Lyon et PSG sont venus me chercher, j'ai dit non, pour des salaires qui étaient évidemment beaucoup plus importants. Et tout le monde me demandait pourquoi. Et en fait, moi, je faisais que dire, mais parce que je veux gagner un trophée avec ce club. Et donc, tout le monde rigolait. Enfin, rigolait. Pas tout le monde rigolait, mais je sentais que j'étais pas trop crédible, quoi. Je disais, mais moi, le plus gros des challenges, c'est de rester. C'est beaucoup plus dur ce que je fais. Et j'ai besoin de cette difficulté. J'ai besoin de me dire que demain, on aura des vestiaires. Et, il y a 7 ans, on était avec le sac à dos dans le coffre pour aller s'entraîner. 7 ans. Un des trophées, on est rentré au centre d'entraînement, terrain hybride chauffé, écran plat dans le vestiaire. Pierre Ferracci, quand il nous a ouvert le vestiaire, je pleurais. Parce que ça, c'était un trophée. Parce qu'à un moment, dans l'étape du club, si j'étais partie, je pense que d'autres seraient partis et le club aurait du mal à résister. Et en fait, je suis pas égocentrée à dire c'est grâce à moi. Je sais que j'ai contribué au fait que ce club continue à grandir. Et c'était mon challenge. Je sais pas pourquoi. Je suis tombée en amour pour ce club
Et à partir de là, c'est comme l'équipe de France. À partir de là, c'était fini. J'avais décidé que j'irais au bout et qu'on relèverait tous les challenges. On fait demi-finale de Champions League avec Juvisy en 2013 contre Lyon. Demi-finale de Champions League. Personne n'en a parlé, mais c'est une réalité. Donc oui, j'ai pas gagné la Champions League, c'est Lyon qui a gagné. Mais avec Juvisy et 400 000 € de budget contre peut-être 7-8 millions à cette époque-là, on a fait demi-finale. Et ça, pour moi, c'est... Parce que moi, je sais qu'on n'a pas le budget, je sais qu'on doit faire autrement, je sais... Et là, quand Pierre Ferracci arrive, nous donne du budget, des moyens, des centres d'entraînement, des trucs, ça, c'est un super truc. Et la Coupe de France, voilà, c'était... Et incroyable, comme quoi le corps et la tête. Pour la première fois de ma carrière, j'ai des crampes. Finale de Coupe de France. Je ne peux plus courir, c'est la 75e minute. Je saute pour faire une tête, mes 2 mollets se contractent, je ne pouvais plus courir. Je m'étire et tout, je dis mais qu'est-ce qui se passe ? J'étais sûrement tendue. J'avais eu la soirée des trophées, donc je m'en suis voulu parce que j'étais en talons pendant 5 heures, 4 jours avant. Donc je me dis c'est les talons, mes mollets, la posture. Ouais. Bref, et en fait, donc je dois sortir. C'est une petite gamine de 18 ans qui rentre à ma place. Et moi, je tire les pénaltys de mon équipe. Et là, je sors, je n'ai pas tiré les pénaltys. Elles ont tout fait. Et finalement... Elles ont tout fait. Non, mais elles t'ont porté. J'ai pas pu aller au bout du... Enfin, j'ai pas pu aller. Si, j'étais là, mais elles ont fini le travail. Et c'était encore plus beau en termes de symboles. Et puis voilà, puis elles étaient trop, trop heureuses, quoi. C'était un moment extraordinaire. Extraordinaire. Écoute, c'est hyper inspirant et très beau ce que tu dis, franchement. Cet attachement viscéral à la construction d'un projet. Je sais que je suis un peu border oui, mais folle. Au moins intense et donc réel et donc humain et donc et puis toi-même, quoi. Au bout d'un moment, tu vas pas t'inventer, sinon t'aurais pas été aimé comme ça. Puis bon, je suis pas sûr que les filles elles soient obligées de s'inventer de l'amitié ou du respect pour toi. C'était... Enfin, ça se voyait. Ouais, après, la seule problématique d'un profil comme le mien, c'est qu'il est un peu atypique. Ouais. Et parfois, ça m'a joué des tours dans des groupes ou en équipe de France parce que les filles étaient en pleine professionnalisation avec leur club, elles étaient payées. Et moi, je passais pour la fille pleine de valeurs. Alors que j'ai aucun... Enfin, moi, opposer les deux. Exactement. Mais ça a créé un peu... J'ai énormément de sponsors. Parce que je racontais autre chose, je pense. Ouais. Donc, j'ai eu beaucoup de sponsors. Je suis une de celles qui a eu le plus de sponsors et très vite. Et ça a créé un peu de jalousie. Et ça, c'était un peu embêtant pour moi à vivre parce que je disais, mais moi, je demande rien. Ne me jugez pas pour ça. Moi, je vous respecte. Bravo. Mais finalement, en faisant tes études, en travaillant, tes meilleures joueuses, tu vois, il y a un peu tout qui s'aligne. Et désolé, quoi. Et c'est vrai que j'avais l'impression parfois qu'elles ressentaient que je décrédibilisais leur monde professionnel alors que je le respectais totalement. Et je pense que 90% des filles avaient besoin de ça. C'est juste que respecter que je sois une hyperactive, hypersensible, hyper folle, hyper atypique. Et toi-même. Voilà. Mais je t'avoue que des fois, dans le groupe, c'était pas simple. Incroyable. Écoute, on arrive à la fin de notre épisode. Très sincèrement, j'ai juste envie de te dire merci. C'était génial. J'ai moins parlé que d'habitude et tant mieux. Pendant un moment, notamment, franchement, tu m'as scotché. Je ne sais plus quoi dire. La seule mauvaise nouvelle, mais ça, je te l'ai déjà dit par message quand même, c'est que maintenant que tu as un peu plus de temps, moi, je vais t'alpaguer, c'est sûr et certain. Je pense j'ai l'impression qu'il y en a plein qui se sont donné le mot. Mais bien sûr. Mon dernier match était le 11. J'ai reçu énormément de messages le 12 pour plein de rendez-vous. Ouais. Et tous me disaient, on a attendu la fin de ta carrière. J'avais tous envie de leur répondre, vous auriez pu attendre la fin de ma carrière, qui était hier, plus 2-3 semaines. mais en même temps, c'est hyper touchant. Donc ton côté atypique, au final, il n'est pas si mal aimé que ça? Non, pas du tout. Non, je suis aimée, je suis très heureuse, mais voilà, c'est... Parfois, quand on est atypique, on est regardé différemment. Peut-être, mais mais tu dois connaître ça. Mais puis de toute façon, les personnalités, personne peut être aimé de tous. C'est juste pas possible. Et heureusement, parce que s'il y a certaines personnes, j'ai vraiment pas envie.
Non. qu'elle m'aime. Et puis on peut pas Quand être des idées homogène. un peu extrêmes, je veux pas 100%. qu'elle m'aime. Et on peut pas être tous homogènes et tous parfaits. Et évidemment qu'il faut avoir le courage d'assumer sa différence. Ça, moi, j'y crois à fond. Mais juste pour les participations du portefeuille Team Pack, je pense que tu seras vraiment un soutien de taille pour ces hommes et ces femmes qui essaient de construire une innovation positive, de savoir que finalement, toi, dans cette adversité, comment tu l'as traversée, comment est-ce que tu t'es entouré, cette vulnérabilité dont tu fais part, franchement, qui est brillante. Donc, encore une fois, quand tu auras un peu de temps à m'accorder, entre le champagne et tes autres sollicitations. Et mes vacances en Corse. Et tes vacances en Corse, c'est le fait de révolutionner le foot et de laisser une super empreinte derrière toi. Je pense que je serais absolument ravi de continuer ces échanges. Encore merci. Tu auras une Merci à statue, toi. à mon avis, au Paris FC, une statue en équipe de France quand elles Mais seront championnes du monde. Y a pas Ouais, besoin. tu ne demanderas rien, mais peut-être que tu l'auras. Si je te laisse le mot de la fin, ce serait quoi? Ah, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? de bien gérer mon temps. De bien gérer le temps. Parce que le temps est compliqué pour moi. Le temps passe trop vite. Aussi bien la journée, la carrière. Le temps me déprime. Donc de bien accepter le temps. De prendre soin des autres à fond comme tu fais, mais aussi de prendre un peu soin de toi. Tiens un peu droit. Ça bien. Mais avec le recul, j'ai compris que quand je prenais soin des autres, je prenais soin de moi parce que ce qui me rend, ça me nourrit bien. Sublime. Merci beaucoup. Merci Merci pour ton temps. Merci beaucoup.